Eh bien voilà, bonsoir, coupure un peu nette, mais voilà, bonjour à tous. Je suis bien content de vous retrouver. C'est mardi 21 h et donc un nouvel épisode de Futur Immédiat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet au terme un peu obscur, c'est le design fiction. Alors, le design fiction, qu'est-ce que c'est Donc, en gros, hein, Futur Immédiat, c'est une chaîne où on s'interroge sur le ou les futurs et toutes les forces qui aident à le façonner ou qui vont l'influencer. Et donc, ce soir, pour parler de cette discipline obscure, de ce sous-ensemble de la très large futurologie, j'ai avec moi Olivier Wathelet. Olivier, bonjour, bonsoir plutôt. Oui, Comment tu bonsoir. vas? Est-ce que Très ça va bien. bien? Ouais, très bien, Voilà. merci. Merci d'être avec nous ce soir, c'est super. Et donc voilà, effectivement, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont questionné sur, oui, mais c'est quoi le design fiction et qu'est-ce que ça signifie? Et donc voilà, on va avoir l'occasion de parler certainement plein de choses. Bonsoir Olivier, bonsoir le chat. Donc bonsoir Olivier, c'est le chat qui te salue, avec notamment Mathéouche qui est un frère de Twitch. J'ai commencé un tout petit peu après lui et voilà, on a une communauté très similaire, en tout cas avec beaucoup de gens qui passent de l'un à l'autre. Et donc voilà, bonsoir à tous. Alors Olivier, d'abord peut-être, donc je t'ai présenté comme docteur en anthropologie, comme auteur de cet excellent bouquin qui s'appelle Jouer avec les futurs, utiliser le design fiction pour faire pivoter votre entreprise. Et c'est un bouquin qui walk the talk parce qu'il est absolument agréable à lire. Il y a du contenu, mais il est hyper visuel. Bon, avec l'éclairage, c'est pas super top. Bon, vous voyez que moi, je l'ai massacré au fluo et avec des notes parce que voilà. Salut Gaël. Et donc voilà. Docteur en anthropologie, auteur et design fictionneur. Comment est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment Il y a pas de terme encore aujourd'hui, je pense. futurologue en design fiction. Ah, je pense que tout ça, pour moi, ça s'inscrit dans le chapeau de l'innovation. Donc voilà. Se présenter par cette casquette d'innovateur ou d'accompagnateur en innovation, ça me paraît un peu plus raisonnable sur un sujet où il y a pas mal de prises de position, d'envie de faire du design fiction une discipline. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as utilisé ce mot-là. Ou voilà. Donc je trouve ça bien aussi que tout le monde peut faire du design fiction avec des projets, des agendas un peu différents. Donc je vais rester dans cette mouvance-là un peu ouverte. Tout à fait. Alors, avant même de te présenter, pour rentrer dans le vif du sujet, mais alors, qu'est-ce que c'est que le design fiction? C'est une très bonne question. En fait, c'est plein de pratiques. Quand tu regardes le design fiction, tu te rends compte que il y a plein de pratiques assez anciennes qu'aujourd'hui on va appeler design fiction, alors qu'avant on appelait ça design critique, qu'on appelait ça spéculation incarnée, qu'on appelait ça de la provocation de, pour faire changer les mentalités. Le design fiction, c'est finalement le prototypage de versions du futur, de vision du futur, de manière hyper concrète, de manière hyper crédible. C'est un point important de la définition du design fiction. C'est un objet qui est hyper crédible, mais de quelque chose qui n'existe pas et qui n'a pas forcément vocation à exister. Donc c'est une provocation, le design fiction, qui est très réaliste et qui doit interpeller et bousculer, susciter l'envie d'y aller, l'envie de ne pas y aller. Voilà, donc c'est un exercice de design au sens très large, de construire un monde et de le rendre crédible et de le rendre interpellant, tout simplement. Et donc, comment toi, tu es venu, parce que c'est franchement un domaine carrément niche, le design fiction, Ouais. et en même temps, c'est génial, et quelque part, c'est pas niche du tout, parce que tous les créateurs d'univers, de monde, de science-fiction sont des design fictionneurs de folie. Je dirais même que, enfin, c'est dans le mot, hein, c'est créer, imaginer, concevoir la fiction. Euh, le design fiction est-il de gauche ou de droite? C'est parce qu'on a régulièrement des sujets, et souvent avec des sujets, avec des invités qui sont plutôt des CIO un peu à droite, et j'ai un chat qui en général est un peu à gauche. Donc la thématique gauche-droite est un running gag, Olivier, que ça tu sais. D'accord. Non, mais Euh,
Et Ce que donc tu voilà, dis, oui. c'est pertinent, hein, si je peux rebondir dessus. Aujourd'hui, tu vas retrouver des débats du même type. Quand tu dis la science-fiction, c'est du design fiction, tu as toute une communauté de praticiens qui vont te dire clairement non. Ils vont te dire le design fiction doit être provocateur, le design fiction doit être une critique d'un futur et donc en montrer les limites. Et donc volontairement, on fait l'hypothèse du pire pour bien démontrer le risque d'aller dans cette direction. Et là, c'est vrai que c'est plutôt des praticiens qui, peu ou prou, sont plus à gauche de l'échiquier politique qu'à droite. Et on est inscrit dans la lignée du design critique, qui vient vraiment déconstruire notre vision techno-capitaliste, hein, avec tous les guillemets du monde. Voilà. Et il y en a pour d'autres qui disent non, le design fiction, c'est juste une manière d'être créatif. Et plutôt que de spéculer par scénario, de spéculer par tableau Excel, de spéculer sur des choses un peu pas tellement tangibles, on va le représenter. Et à ce titre-là, tu as raison. À ce moment-là, les scénaristes de science-fiction, les directeurs de films, etc., faisaient du design fiction sans s'en rendre compte. Et donc, en fait, c'est un gros débat dans la petite communauté qui est de moins en moins niche, en fait. Tu vois de plus en plus de gens qui font du design fiction, qui s'y intéressent, qui le pratiquent. Dans le monde du conseil, ça commence à devenir quasi un peu mainstream. Donc voilà, excuse-moi. Non, non, mais c'est super intéressant. Et en fait, ce qui moi me faisait délirer, c'est qu'en fait, à la question de tout à fait gentil troll que Mathéus posait, il y a une vraie réponse. Et ça, j'adore aussi. En fait, et donc il y a un spectre dans le monde du design fiction. Comme tu dis, il y en a qui vont dire, ok, ça c'est très sérieux. Mais voilà, c'est des écoles, c'est un peu enfin, les termes. Je trouve dans ce domaine-là, des nouveaux métiers, on retrouve un peu la fantaisie des noms de la musique électronique à ses débuts. Tu vois, avec les étiquettes et les débats en disant non mais ça c'est pas tout à fait de la techno tribal underground, je pense que c'est plutôt de la disco filtrée techno house voire tech house, tu vois, c'est un peu ce genre de débat avec des étiquettes et des trucs pas mais voilà, moi je trouve ça intéressant. Et de toute façon voilà, attends, voilà, Gaël qui demande, pourriez-vous nous donner un exemple de design fiction? Alors là, tu vas être servi parce que Olivier m'a envoyé tout un PowerPoint et j'ai fait un post hier sur Facebook. J'ai dit quand tu reçois un email pro dans lequel la pièce jointe s'appelle broldufutur.pptx, tu sais qu'il y a quelque chose de cool qui s'est passé dans ta vie en fait. Et donc, Olivier, est-ce que tu peux nous montrer ou nous donner des exemples? Oui, alors sauf que comme je ne te vois pas et que je ne sais plus exactement ce que je t'ai envoyé, ce qu'il y a dans mon brol, il faut que je retrouve un truc que tu peux illustrer, évidemment. Tout à fait. Est-ce que tu n'avais pas, normalement, tu devrais quand même, je pense qu'on va commencer par le plus classique. Est-ce que tu as pas une sorte de dent comme ça qui fait la une du Times? Tout à fait. Alors, ne bouge pas. Je la trouve et je te l'amène. Ah voilà. Donc, paf. Et Ah, là, je fais un share screen. Et donc, nous voilà. A priori, attends, parce que je me suis moi-même perdu dans mon... Voilà. Pardon. Hop, j'ai fait une inception. Voilà. Donc ici, on a la dent Auger l'oiseau. Oui, Voilà. voilà. Bon, c'est vraiment l'exemple, on commence par le plus classique, mais qui est vraiment tellement bien que c'est très bien d'attaquer par celui-là. Donc c'est une dent connectée, d'accord? Donc a priori, d'ailleurs, on voit ça aujourd'hui, on relève même pas l'œil, hein, on se dit bah oui, ok. Sauf qu'à l'époque, quand Auger et Loiseau, qui étaient deux étudiants en école de design à Londres, au Royal College of Arts, avaient fait ce projet, il n'y avait pas encore ce boom des objets connectés. C'était il y a 15-20 ans. Et pour eux, leur idée, c'était de questionner en fait jusqu'où peut-on aller trop loin à connecter le corps humain. Donc il y avait déjà ce questionnement qu'on a vraiment aujourd'hui en masse avec tout ce qui est objet connecté, mais qu'eux n'avaient pas, il n'y avait pas de réalité banale de l'objet connecté. C'était une spéculation, mais qui restait un peu dans les labos, dans la SF, etc. Et eux se sont dit, on veut provoquer un débat, on veut interpeller une large audience, un grand public sur ce questionnement-là. Et on sait très bien que si on fait ce qu'on fait toujours d'habitude, à savoir soit faire un beau débat dans une belle salle avec des gens bien intéressants, mais voilà, c'est tellement policé que ça ne donne pas grand-chose, soit on va dans un musée d'art contemporain,
on fait une provocation, mais voilà, on est dans un musée, donc tout ça est très confortable. Soit c'est le parti pris qu'ils ont eu. On fait une provocation, un truc un peu dingue, mais hyper crédible, et on le balance dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on le rend accessible sans préciser, dans un premier temps, que c'était un fake. Ça pourrait aujourd'hui prendre plus ou moins la forme de quelqu'un qui viendrait tester une idée sur un site de crowdfunding, par exemple. Ouais. Mais une idée dingue, il la rend crédible, il raconte comment c'est possible, alors qu'en fait, le gars n'a pas du tout l'intention de le faire, juste pour faire réagir les gens qui seraient amenés à dire mais c'est génial ton truc, je veux y aller, ou à l'inverse, je suis pas du tout pour. Donc eux, ils ont imaginé Dedans Connecté, et ils ont rendu crédible leur projet avec un petit site qui racontait le projet. Ils l'ont rendu crédible, et c'est ça la mécanique du design fiction, en empruntant un peu des tropes qui viennent de la SF, en empruntant des choses qui viennent un peu de la culture pop et de genre de Alors, je de pense tout que le temps. tu vas devoir expliquer ce qu'est un trope. Parce que il y a d'ailleurs un site dément sur les tropes du cinéma qui s'appelle TV Tropes, qui est absolument Ouais. dément. Mais je pense que c'est nouveau un truc de nerd. Et donc, on se Non, non, connaît. enfin oui, si tu parles à un expert de la littérature, il va te donner une définition très fine d'un trope, mais ce qu'on retrouve dans l'usage que tu décris est à peu près la même chose, à savoir c'est une sorte de gimmick d'interaction, c'est une petite figure, un petit bout d'imaginaire comme ça qui se propage, qui est récupéré d'imaginaire en imaginaire. Alors c'est des références quoi, ça peut être des références hyper explicites, Merci pour le follow. comme quand tu retrouves une scène d'un vieux film dans un film nouveau et tu as le clin d'œil, et là c'est un trope assumé. Et d'autres, c'est vraiment des figures qu'on reprend parce qu'elles sont parlantes, parce qu'on les connaît. Voilà, on voit un sabre laser, on a tout de suite compris ce qu'il y avait derrière, et donc ça se diffuse. Et la culture populaire, la culture pop, avec les mèmes sur le web, eh bien, elle se nourrit de ça, entre autres, hein, et les transforme en masse. Voilà, ça on ouvre un autre chapitre hein, hyper intéressant. Du coup, pour revenir sur Roger Loiseau, donc ils se sont appuyés sur des idées qui circulaient, notamment le fait que à l'époque en Grande-Bretagne, on imaginait que tu pouvais entendre la radio si tu avais un plombage. C'est une sorte Une de légende un croyance, peu ouais, comme une ça, légende urbaine. Ouais. un peu voilà de ce type-là, on va dire. Et ils sont appuyés là-dessus en disant bah oui, si c'est crédible, ça fait sens, peu importe de savoir d'où ça vient, il y a une sorte comme ça d'arrière-plan culturel qui fait que c'est crédible. Et donc, ils ont justifié que tu pouvais effectivement entendre le téléphone grâce à ta dent connectée, et ça passait par l'os. Et donc, ils ont rendu un truc crédible, qui n'existait pas du tout à l'époque, qui n'était même pas faisable réellement. Ils l'ont présenté comme un projet, et le truc génial, c'est que bah, la presse s'en est emparée, donc tu vois la fameuse une du Time, qui est l'invention la plus cool de l'année. Et du coup, les personnes autour ont commencé à débattre. Il y a eu des débats à la télévision, tu as eu des gens qui ont écrit des lettres à Roger Loiseau en disant mais moi je trouve ça scandaleux, on peut pas aller jusque là, c'est pas possible. D'autres ont dit mais c'est génial, j'ai une clinique dentaire en Russie, venez chez moi pour installer votre truc. Donc en fait ça a généré des réactions hyper spontanées, euh, beaucoup plus riches que si j'avais fait un exposé sur les risques du post-humanisme. Et avec des cours, des slides, etc., j'aurais montré des risques tangibles. Donc c'est ça le design fiction, c'est vraiment, je rends crédible, comme si j'avais été un metteur en scène qui, euh, qui dirait, ben voilà, je veux que cette interaction, elle paraisse vraie, même si je ne sais pas comment ça tient la route. Tout à fait. Je veux que le spectateur, il me dise, ouais, ouais, j'y ai cru, ça me paraissait logique. Et en faisant ça, le spectateur se dit plus, est-ce que vraiment c'est probable que ça arrive? Est-ce que vraiment cet Alors, objet ou il y a un pas? compte. Pardon, excuse-moi, Vas-y, je t'en vas-y. prie. Il y a un compte Twitter qui est nettement plus récent et donc moins avant-gardiste qui fait le même débat qui s'appelle The Internet of Shit. Et en fait, c'est un peu le principe. En fait, quand ils trouvent des trucs genre la fourchette connectée, tu vois, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et bon, alors en plus, on rentre pas dans le débat ici, on est vraiment purement dans la logique conceptuelle et d'innovation. Mais en Hmm. plus, il y a toute la réflexion durable sur à partir de quand on obtient des gains ou à partir de quand on est en train de... Salut Constantin.
de réellement faire quelque chose qui sert le débat. Alors il y avait quelques questions sur la dent de Auger et l'oiseau, c'est ça. Est-ce que ça a été vraiment un prototype qui a été fait ou quoi, en quelle taille, enfin voilà, il se posait la question de est-ce que l'objet a existé et si oui, de quelle façon, ou si tu as les infos là-dessus. Et bah, je pense la photo. Ils ont fait une maquette. Alors la taille réelle, je ne sais plus exactement. C'était pas très très grand en fait. En fait, quand tu regardes la dent, tu vois une carte à puce au milieu Donc c'est plus ou moins l'échelle dans laquelle ils l'ont fait. En fait, ça a plus ou moins l'échelle d'une dent, quoi. Je crois qu'ils l'ont fait un peu plus grand dans mon souvenir. Ouais. Mais en fait, l'objet n'avait pas ici vocation à être montré. L'objet a vocation à être photographié, diffusé comme étant quelque chose de crédible. Maintenant, tu as des design fiction qui vont vraiment maqueter des objets à l'échelle, une montre, genre une montre d'euthanasie par exemple. Nous récemment, on a fait un frigo à viande dont l'emballage se dégraderait à la cuisson. Bon, on a fait le frigo à l'échelle d'un frigo avec des bouts de viande qui n'étaient pas de la vraie viande, mais qui avaient l'échelle de viande. Voilà. Mais comme Et donc à nouveau, comme en SF, hein, le but c'est que ça ressemble à du vrai, peu importe finalement comment tu t'y es pris. La montre d'euthanasie, c'est un super concept. Ben oui, justement, je pense que là, tu as piqué la curiosité et tu as choisi des super exemples. Donc, Évidemment. déjà, comment on devient design fictionneur professionnel et ensuite, qui sont tes clients? Qu'est-ce que toi, à qui vends-tu un frigo à viande? Oui, à qui je vends ces trucs-là? En fait, alors, je suis pas dans quel sens prendre les deux questions. La première, comment tu deviens ce qui est rigolo, c'est que tu vois effectivement aujourd'hui une communauté qui quand même est assez dynamique, en tout cas en France, où je travaille plus en France, en Europe, pour la partie européenne, disons, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à le faire, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc. Mais les gens viennent d'univers très différents. C'est vrai que ça vient beaucoup du design. Donc, il y a beaucoup de designers qui, en fait, ont été chercher ici une nouvelle façon de s'exprimer. Et, euh, et en fait, ce n'est ni plus ni moins que quand on demande à un designer d'aider à bousculer un peu les idées reçues, d'aider à se projeter dans le futur. C'est ce que tu fais quand tu fais de l'innovation produit classique, hein. On te demande de regarder à 6 mois, un an. Quand tu fais un plan produit, tu es déjà en train de te projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment dans ton secteur industriel. Quand tu fais de la strat, tu vas voir un tout petit peu plus loin. Donc, ce n'est que ça, en fait, hein. Dans l'idée, ce n'est pas un saut de géant, c'est juste que tu t'assumes un outil un peu rigolo, un peu fun, pour faire cet exercice-là. Donc tu as beaucoup de designers, mais tu commences à trouver aussi pas mal de gens qui faisaient des films, enfin, tous les milieux créatifs en fait, qui sont tout à fait pertinents. Et puis très clairement, c'est un enjeu de positionnement métier, hein. Aujourd'hui, on voit vraiment que, au même titre que le design a réussi à faire une OPA sur l'innovation avec le design thinking et ce genre de choses, bah, voilà, chaque acteur essaie un peu c'est dans le conseil, hein, c'est vraiment très, très frappant de voir comment chacun cherche à se positionner, dont le collectif dont je fais partie, hein, on joue le jeu comme les autres. Donc vraiment, il n'y a pas un cursus qui permet d'y arriver, il n'y a pas une sorte de cahier des charges Non, nécessaire. Donc, je m'étais mal exprimé parce que c'est, pardon, mais c'est bien de le souligner parce que voilà, a priori c'est pas forcément évident, donc merci. ouais. Moi, c'était plutôt comment toi tu es devenu, Hmm. tu en es arrivé là plutôt, parce que Ouais, t'es parti a priori, enfin de loin, oui. voilà. Donc voilà, je me disais, quel est tu vois, ta vie, ton réseau, ton histoire, ton œuvre, tu vois, un peu genre, comment à un moment tu t'es dit, tiens, on va inventer un frigo à viande. Enfin, Ouais. à décomposer la viande, c'est ça? Non, Non, j'étais sur la ouais, montre. En fait, c'est la montre à euthanasie qui m'a un peu. t'as mélangé le frigo et la montre. Mais non, mais j'étais en train d'essayer d'imaginer la montre, et donc j'ai pas assez réussi à absorber l'idée du frigo, en fait. Ok, Parce que mon cerveau était sur la montre. Donc voilà. je comprends. Ok, Mais comment est-ce qu'on vient même à imaginer une montre à euthanasie, hein? Parce que voilà, c'est pareil. alors Et le là-dessus, parcours, il y a pardon. plein de questions. Donc, d'où ça vient? Après, voilà, je sais pas, je vais pas répondre pour les autres. Moi, donc, je suis anthropologue à la base. Mon job, c'est vraiment aider des organisations, entreprises, collectivités, peu importe, à mieux se connecter avec leurs usagers et à essayer, en partant de cette connaissance des usages actuels, de projeter dans autre chose.
Et ça, toutes les méthodes centrées utilisateurs, design thinking, tout ça, c'est très riche, mais très vite tu sens que dès que tu veux regarder un peu loin ou être un peu structurant, c'est-à-dire aborder des défis un peu massifs, comme comment tu changes un système de mobilité à l'échelle d'un pays, par exemple, tes approches centrées utilisateurs, elles sont parfois un peu austères comme ça. Et le point de départ, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu as comme outil qui permet de te faire pivoter plus, qui permet d'interpeller. Tu sais aussi que quand tu fais de l'innovation, tu as tes méthodes de créativité, d'analyse, etc. Tout ça est très chouette. Tu fais des ateliers, ton équipe projet est hyper motivée. Mais une fois que tu arrives au bout du truc, l'énergie retombe. T'as pas eu d'interpellation, t'as pas eu de réflexion profonde sur mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Et souvent tu te dis, bah, des projets d'Inno, ils te bousculent normalement. Mais là, on n'arrive pas à le faire. Et donc c'est un peu ces deux constats de limite qu'on fait que, avec des collègues, on s'est dit, bah non, il nous faut un truc en plus. Et à ce moment-là, bah, commençait à arriver tout doucement, par quelques timides tentatives, cette idée de design fiction, via bah, les premières tentatives de gens comme Julian Blecker ou d'autres, qui restaient très arty à l'époque, dans ce qu'ils nous montraient en tout cas, c'était vraiment très très arty, donc très intéressant, mais en même temps comment je l'utilise dans mon quotidien de consultant en innovation. Et donc voilà, c'est la rencontre de ça, on s'est dit, bah, il y a un truc à saisir, et un jour il y a un projet client qui dit, bah, il nous faut imaginer le futur de la mobilité, on se dit, bah, allez, c'est parti, design fiction sera la meilleure façon de le faire. Donc voilà un peu le point de bascule, un peu voilà, d'où ça vient. Euh, Maintenant, comment tu fais un frigo, comment tu fais une montre d'euthanasie, comment ça marche, qu'est-ce qui te donne envie de faire ça? Bah, tu l'as compris, il y a de la provocation. Donc on sait que quand on fait du design fiction, on veut, euh, on veut vraiment que les gens, quand ils voient ça, ils se disent, ouais, là, il y a un truc qui va pas. Et qui se posent la question, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je dois retravailler en fait. Dans le cas du frigo, parce que ça c'est un projet que j'ai porté avec mes camarades, c'est un programme de Interreg, un gros programme entre plusieurs régions d'Europe. Et il y avait plein de lots de recherche avec des gens voilà, de grandes équipes de recherche, des industriels. Et l'idée, c'était d'interpeller leur public sur, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui nous a été confié finalement? À quoi ça sert? C'est quelle direction on doit prendre? Parce que innover dans l'agroalimentaire, les circuits courts, tout ça est très sympathique, mais est-ce que c'est vraiment ça la direction qu'on doit prendre? Et donc, ils nous ont conviés pour les aider à réfléchir un peu, à leur donner une direction de où est-ce qu'on doit aller finalement. Et ce qu'on a fait, ben, on a travaillé à mettre à plat un peu les défis qui se posaient à eux. On a été chercher dans les imaginaires de la science-fiction ben, des références, des points d'appui pour un peu stimuler tout ça. On s'est vu 2 journées complètes où on a essayé de prototyper, maqueter des hypothèses, et on a convergé sur cette provocation. Et le truc qui était vraiment chouette, c'est que on l'a pas juste montré, on aurait pu faire une exposition en disant, bah, regardez, on a fait ça, on est des gens malins, tout ça. Mais ça n'avait pas de sens. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un rendez-vous avec tous les sponsors du projet au niveau européen, des officiels et tout, qui sont venus et ils attendaient à voir les projets d'innovation de demain qui étaient déjà en chantier. Et donc, nous, on a amené des fictions, dont celle-là et d'autres, qui étaient des fakes provoquants. Donc là, l'idée, c'était un frigo à viande avec des viandes emballées, et l'emballage se dégrade à la cuisson. Du coup, ça questionne sur qu'est-ce que tu manges quand c'est comme ça. Ok, le zéro déchet, mais du coup, on est prêt à aller pour faire du zéro déchet. Ok, les circuits courts, mais du coup, est-ce que je peux vraiment prendre ma viande dans ma station essence quand je reviens le soir du travail? Qu'est-ce que ça raconte? Enfin, voilà. Et nous, on a présenté en disant, bah, c'est le vrai, voilà, ça fait 2 ans qu'ils bossent là-dessus, on a un premier proto, ça marche, on a fait semblant que ça marchait. Et à la fin de la séance, on leur a demandé, bon alors, vous achetez Calino, sur quoi vous avez envie d'investir? Et là, moment de suspension, parce que, bon, merde. Et ils sont exprimés, on a demandé toute l'audience, il y avait 300 personnes, il y avait en live, ils pouvaient noter les mots que ça leur évoquait, etc. Et voilà, il y avait des gens hyper enthousiastes, des gens qui l'étaient pas du tout, et on essaie de se saisir de ça pour vraiment les faire réfléchir sur, bah, les gars, c'est ce que vous payez avec votre argent, hein, c'est ce genre de projet, donc si ça vous interpelle, ça devrait vous interpeller au quotidien également. Et voilà, on a animé ce moment de débat et d'échange. Comme souvent, ça n'a pas été plus loin, c'est-à-dire que c'est une des grosses limites, c'est que nous on aimerait que ça percole, que ça crée voilà, des interpellations au-delà, mais c'est déjà un super cadre. La montre d'euthanasie, c'est un projet qui a été porté par un collectif, notamment d'universitaires britanniques. L'idée, c'était comment accompagner le Parlement britannique
à réfléchir à la manière d'accompagner les seniors. C'est quoi les défis pour les seniors en Grande-Bretagne? Ils ont fait des focus group, ils ont réuni des représentants des seniors qui ont exprimé plein de choses qui leur paraissaient hyper importantes. Et ils se sont dit, ouais, mais si on fait à la fin une belle présentation devant les parlementaires en disant, voilà, regardez les défis de demain, notamment accompagner la fin de vie, on sait très bien que ça va être lettre morte, quoi. Les gens vont poliment nous dire oui, c'est important, et puis ça va être oublié. Donc il fallait créer un choc. Et une manière de créer ce choc, ça a été, donc c'est là où ils ont spéculé, ils ont dit, bah, il faut que les gens vivent ce vide que tu as quand tu es perdu, que tu n'as personne pour t'accompagner en fin de vie. Tu es vraiment en grosse détresse, à expliquer les gens. Donc il fallait faire vivre cette détresse. Et donc, l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est d'imaginer une montre connectée avec une petite fiole qui suggère une dose létale de quelque chose. Et ils ont maquetté les services qu'elle allait avoir avec cette montre. Donc, tu avais un petit livret promotionnel pour acheter cette montre, voilà, comment ça fonctionne. C'est un truc qu'on fait souvent en design fiction, c'est le petit guide utilisateur. Et ils ont maquetté la montre et tu appuies dessus et tu avais Are you ready for death? Et si tu cliquais Yes, alors tu avais un accompagnement pendant 24 heures, on te montrait des images de tes enfants, on t'invitait à aller dans des endroits qui t'ont marqué, enfin pas mal de choses. Donc le service d'accompagnement de fin de vie, et tu supposes qu'à la fin, la dose létale t'est injectée. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment donné à porter aux parlementaires pour qu'ils comprennent en fait Et, tout et- cet enjeu. et donc l'idée, c'est toujours de souligner, c'est pas de trouver une solution, c'est de souligner une vision dystopique d'un risque de dérive quand même, hein. Ça, il y a quand même ce, comme dirait Cyril Licotti, en fait c'est une critique satirique de la folie déviante de notre société. Euh, Alors, je sais pas jusqu'où on peut aller dans la folie déviante de notre société, mais en tout cas, c'est clair que on va dire que le canon, le modèle qui se dégage un peu, qui fait que le design fiction, c'est pas juste de raconter le futur, bah, c'est un peu ça en effet. C'est un peu de se dire, on prend l'angle du pire pour challenger, interpeller ton projet. Après, c'est un outil. Donc, nous, ce qu'on le fait, c'est qu'on l'utilise comme un moyen de lancer une démarche d'innovation. On se dit, bon, bah, comment on l'évite ce pire? Et là, c'est de la prospective classique, hein. Une fois que tu as défini tes horizons, que tu qualifies ton préférable, tu reviens au présent et tu te mets en route pour créer ce futur préférable. Donc, tu peux tout à fait l'utiliser, c'est ce qu'on fait nous, dans une démarche positive d'innovation. Mais tu peux aussi t'arrêter au moment de l'interpellation parce que tu veux choquer. Et là, un super exemple, je pense que je t'avais envoyé une photo, c'est les Yes Men. Tu dois avoir une photo d'une alors, une du New York Times ah comme oui, ça. attends. Ici, avec les Yes Men, avec. Non, là j'ai là-dedans, avec le Times. Ouais, C'est un autre Times. Attends, hein. New York Times. New York Times, les Yes Men, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? C'est une de presse Euh, new-yorkaise. non, ça c'est le soir. Oui, bah, ça en fait partie. T'as la RTB, le JT de la RTB que je Oui, t'ai oui, tout à fait, proposé. le Ça Bye Bye s'inspirait. Belgium, qui Voilà, est ouais. tout à fait un exemple. Et donc, je ne le. Ah voilà, si. Hop, attention, pif paf pof, je vais le rajouter comme ceci. Voilà, hop, voilà. Ici, on voit, donc, c'est la fin de la guerre en Irak, c'est ça? Exactement. Et donc, ça, les Yes Men, c'est un duo d'activistes américains qui est, euh, qui est très fameux pour avoir. C'est vraiment le principe de leur nom, quoi. C'est les gentils bénis oui-oui. Ah, ils poussent les logiques à l'extrême, donc ils vont faire des réunions de management pour te permettre en temps réel, pouvoir suivre tous tes collaborateurs pour être sûr que leur motivation est au maximum. Et ils arrivent avec un gros truc phallique qui est ton écran, qui te permet en tant que manager de gérer la motivation en temps réel de tes collaborateurs. Donc ils utilisent ce comique d'exagération. Et ils ont aussi des pratiques comme celle-là, comme, enfin, il y en a deux qui sont vraiment très très fortes. Entre autres, ils ont vraiment plein d'actions géniales. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une fausse, une du New York Times qui ressemble vraiment à la vraie, et première page, la fin de la guerre en Irak. Et donc, ils l'ont distribuée dans les sorties de métro à New York, etc. Et ils filmaient la réaction des gens qui étaient en mode, bah ouf, enfin, il était temps, allez, génial, bravo, bravo d'avoir pris la décision d'arrêter. Alors qu'évidemment, c'était pas du tout à l'ordre du jour, mais de diffuser ces images de gens qui spontanément t'expriment que waouh, ça oblige les autorités
à prendre position et à réaffirmer pourquoi non, la guerre doit continuer. Euh, et ça, c'est vraiment ce type de provocation qu'on va plutôt trouver chez les activistes, mais qui est assumé par certains designers aussi, où l'idée, c'est vraiment de jouer sur ce faux authentique pour te bousculer. Et dans le monde de l'art, ils appellent ça la parafiction, entre autres. Et vraiment, là, on assume qu'on te choque, qu'on te fait du mal, mais parce que c'est comme ça que tu vas te rendre compte des limites de ce que tu es en train de vivre ou de ce que tu fais. Il y a un autre exemple qui est très très connu, qui est très couillu aussi, c'est qu'ils ont... donc là, il y a eu une catastrophe au Bhopal qui est assez fameuse, où une usine qui aujourd'hui appartient à Dow Chemical, donc de produits chimiques divers donc en Inde, qui a explosé, et après il y a une recrudescence de cancer. Et donc d'après le Dow Chemical, c'est absolument pas lié à l'explosion du site chimique, et d'après d'autres, les locaux et des mouvements citoyens, bah si, c'est extrêmement lié et demande réparation. Et Dow Chemical n'a jamais voulu réparer. Ah oui, phénomène, oui. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui est complètement génial, c'est qu'ils se sont fait passer pour des représentants de Go Chemical. Ils se sont fait filmer à BBC World, alors l'antenne parisienne, parce qu'ils ne seraient jamais réussi à rentrer à l'antenne américaine. Et un des deux Yes Men s'est présenté en mode voilà, je suis spokesman de l'entreprise, et on s'excuse parce que vraiment ce qu'on a fait c'est pas bien et on va réparer, c'est évident, parce que vraiment on serait des tels monstres de ne pas réparer ce qu'on a fait, il faut assumer nos responsabilités. Et puis ils sont partis en courant. Au bout d'une demi-heure, le canular a été révélé parce que Dow Chemical il a été alerté tout de suite. Borat l'a fait aussi, oui, tout à fait. Et ça c'est du design fiction, tu vois, c'est la provocation. Tout à fait. Mais donc on est quand même toujours dans un angle qui est un angle que Cyril Licotti dit, pour pousser le trait à l'extrême, un angle presque activiste, ou carrément activiste d'ailleurs, pour parler des Yes Men et compagnie. Ouais, il y a pour moi, pour nous, je dis nous parce qu'avec mes camarades Nicolas Maviel et Martin Loquin, on essaye on réfléchit un petit peu à ça, on essaie d'écrire 2-3 bricoles là-dessus. Le bouquin que tu as cité très gentiment au début, c'est surtout avec Nicolas qu'on a rédigé. On a l'impression qu'effectivement, il y a une branche très forte du design fiction qui est hyper assumée, qui est l'activisme, qui a des techniques de ce type-là depuis très longtemps, en fait, qui n'avait pas besoin d'appeler ça design fiction, parce que ça fait partie de leur toolbox d'activistes, et dans la démultiplication des modes d'intervention qui les caractérisent, ils le font depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est qu'une entreprise joue avec cette modalité-là pour se bousculer elle-même, ou voire un peu bousculer son audience. Mais on sent bien que c'est un peu plus compliqué. Hein. Il y a le problème, évidemment, c'est toujours l'omerta par intérêt, hein, toi, le truc où en fait tout est calculé, et des entreprises vraiment libérées où le cadre est totalement bienveillant et on peut dire franchement ce qu'on pense, et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il y en a quand même pas encore des masses. Il y en a plein qui disent que c'est le nouveau truc, hein, c'est le fameux classique là on a tout changé, on met plein de buzzwords, c'est super, et la culture de l'erreur, et on va tous être soi-même, et au premier truc de travers, c'est ok, maintenant c'est moi le boss, tu fais ce que je te dis, tu fermes ta gueule ou je te pète tes genoux, et de toute façon si t'as pas les résultats, et même des initiatives, ce que je comprends pas, c'est que même parfois avec les faits, je me rappelle, moi j'étais consultant dans un groupe de grande distribution en Belgique, un des tout gros. Et dans la grande distribution, évidemment, les marges sont pas très inspirantes. Hein. C'est, en 2017, tu me fais plus 0,25% sur les radis. Et donc, c'est toujours des chiffres complètement... Et donc, ils cherchaient une sorte de façon d'inspirer, d'aller innover. Et donc, ils avaient... comment dirais-je, proposer des objectifs démentiels. Donc c'était un peu comme les moonshots de Google. Et donc c'est le boss qui t'imposait tes objectifs, mais t'étais pas sanctionné si tu n'y arrivais pas, et c'était fait complètement de façon collaborative. Et en fait, moi je me suis retrouvé dans un comité exécutif un peu où j'avais pas ma place, parce que je remplaçais ma boss, qui avait, elle, en fait, suite à un vide hiérarchique, elle était au COMEX parce qu'il n'y avait personne au-dessus. Et donc, en fait, je me suis retrouvé là en mode j'avais rien à foutre là, et j'entends tous ces gars qui parlent entre eux, et en fait sur 12 départements,
il y en avait 10 qui annonçaient qu'ils avaient déjà atteint l'objectif en juillet ou qu'ils étaient certains de l'atteindre pour la rentrée. Et du coup, j'ai pas pu fermer ma gueule, évidemment, donc j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc, une leçon à retenir, quoi? Que quand on joue, qu'on s'amuse et qu'on met pas de pression et qu'on fait ça ensemble, on obtient des résultats qui paraissent irréels par rapport au cadre classique. Est-ce qu'on serait pas en train de sous-performer dans le système actuel? Enfin, tu vois, Mhm. voilà, c'était pas à ma place pour le dire par ailleurs, donc voilà. Et puis ça n'a rien changé parce que quand ton salaire dépend du fait que tu ne comprends pas un problème, tu ne le comprends pas. Mais enfin voilà, bref. Mais donc, pour revenir à cette histoire d'activisme, et alors j'ai vu une question, pardon Matt, parce que j'ai vu ta question, alors pardon, parce que je sais que Mathéus a posé une question, et une bonne question, et donc je vais, excuse-moi Olivier, y Ouais, vas-y. revenir. Je repose ma question. Retour vers le futur, c'est du design fiction involontaire, point d'interrogation, car on peut dire que le film a designé une partie de son futur. Ah, si on est dans la posture des débats de nomenclature à la mode techno des années 80, oui, on peut débattre beaucoup. Non, pour moi, non, c'est pas. Retour vers le futur, c'est super drôle. Maintenant, quand tu dissèques Retour vers le futur, ce que d'autres ont fait vraiment de manière très fine, en fait, c'est hyper conservateur comme film en réalité. C'est une vision très conservatrice de l'avenir. C'est Et linéaire en fait, c'est un truc qui continue. Il n'y a pas de disruption réelle, c'est tout est. ouais, conservateur dans le sens au niveau de l'organisation sociale en fait. C'est très, très genré, très machiste, c'est très. Je prends une petite anecdote, mais qui est révélatrice d'une analyse qui est bien plus complexe, mais tu te rends compte en fait que c'est lui qui invente le rock'n'roll en revenant dans le passé. Et en faisant ça, il enlève la part black de l'origine de la musique contemporaine, puisque les standards du rock qu'il a repris, on voit un guitariste black qui se dit ah mais c'est cool ce riff, je vais le reprendre. Et donc c'est une manière de redonner aux blancs l'origine D'un d'une truc culture qui. Oui, black. tout à fait. Et bon, alors, les gars qui ont écrit ça ont vraiment creusé et t'en as plein dans le film. Donc c'est vrai que sous le côté un peu waouh, ils ont projeté loin. En même temps, ben, ils ont porté des messages qui, eux, sont pas très progressistes. Donc, et ça, c'est souvent dans les films, d'ailleurs. Quand tu regardes Retour vers le futur, c'est super cool. Moi, j'utilise parfois une séquence ou l'autre pour des ateliers, justement, parce que c'est plein d'anachronismes très rigolos. Et je- disons que ça nous interpelle quand tu fais du design fiction. Ça devrait être une sorte de nettoyage des yeux que tu t'obliges à faire quand tu fais une design fiction. C'est de regarder comment les gens du passé se sont bien vautrés sur certains aspects du futur. Et pourquoi en fait? C'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce que en fait, quand tu projettes, tu as tendance à garder plein de choses du présent que tu assumes comme telles quelles, et d'autres que tu vois, effectivement, tu es un peu spectaculaire. Donc tu as cette scène avec la pizza qui est très connue, qui est très drôle, où tu as effectivement d'un côté le déshydrateur je sais plus si c'est Bosch ou peu importe, donc où la grand-mère met un petit bout de Oui, pizza dans tout à fait. hop, en 2 secondes, c'est fait. Donc là, tu dis, ouais, ils ont deviné le vocal, ouais, ils ont deviné le côté déshydraté. Bon, je compte fait toujours pas d'ailleurs, hein, mais ça, c'est un vieux fantasme qui a 150 ans. Ça fait un siècle et demi qu'on te raconte que la nourriture du futur va être en pilule, mais on n'y est toujours pas et on n'y sera certainement Et pas on est avec. plutôt en train de faire machine arrière parce que Voilà. y a un vrai débat sur le futur de l'agriculture. Et aujourd'hui, il y a plus de chances que l'agriculture ressemble à un truc permaculturel low énergie qu'à des fermes dans l'espace. Enfin, on va peut-être pas avoir suffisamment d'énergie et de ressources que pour tous se nourrir comme ça. Donc voilà. Mais par contre, le côté pilule, c'est quoi? C'est une crainte qu'ont les Nord-Américains depuis qu'ils sont commencés à être un peu nombreux dans leur espace et qui se sont dit, wow, on peut pas non plus croître trop. Et du coup, sur quoi on va devoir faire l'impasse? Sur la viande. Ah, maintenant, ça, c'est pas possible parce que dans la culture alimentaire nord-américaine, la viande, c'est sacré. Et donc, il y a depuis les années 1850 une grande peur de devoir se priver de viande. Et donc, manger de la spiruline, ce qui a l'air d'être un truc qu'on renouvelle tous les 10 ans comme l'innovation du moment, ça fait un siècle et demi que les Américains se projettent en ayant peur de le faire. Mais quand même, ils te racontent l'histoire. Donc ça, c'est très drôle comment on alimente nos peurs comme ça pendant un siècle et demi. Je reviens sur Back to the Future. Ils font ça. Donc ça, tu te dis, bon, ok, ils ont projeté un truc un peu fou. À côté de ça, il y a la scène où il y a un coup de fil, enfin la même scène, hein, donc ils sont à table, ils mangent leur pizza, puis il y a un coup de fil, et là, tout le monde décroche.
avec ces lunettes connectées. Donc, c'est des lunettes connectées, super, c'est dans le futur. Mais par contre, ils ont fait le téléphone à l'ancienne. Donc à l'époque, tu appelais Oui, tout le à fait. foyer et tu décrochais et voilà. Et donc il se passe le coup de fil comme à l'ancienne. Mais parce Ça, c'est trop qu'effectivement, c'est drôle. des idées. Allez, c'est de ce que je te disais juste un peu quand on lance le live, la somme des shit you don't know, you don't know. Et en fait, il y a ce russe qui à l'époque, je l'utilise dans mes conférences pour montrer, qui en 1900 a fait des dessins sur l'an 2000. Et t'as plein de scènes, et t'as notamment une scène d'une nana qui tient un automate qui passe l'éponge et le balai. Et en fait, il a raison sur tous les points, sauf qu'en fait, il a tort sur tous les inédits. Donc, il n'a pas vu le plastique, il n'a pas vu la miniaturisation. Comme tu dis, les changements de paradigme, on arrête d'appeler des lieux, on appelle des endroits, des personnes. Tous ces shifts qui viennent complètement changer le narratif, la perception, le, même la valeur éthique. Parce que si tu regardes notre positionnement personnel aujourd'hui sur la géolocalisation, est pas du tout le même qu'il y a même 20 ans. Moi, chez Proximus, on nous a bloqué les location-based services, qui étaient précis, en ville, à en moyenne 300 mètres, parce que les gens avaient peur du Big Brother et que ça n'allait pas marcher. Et aujourd'hui, tout le monde se balade avec une Spy Factory dans la poche et on s'en bat les steaks parce que c'est tellement génial et qu'en fin de compte, on est prêt à donner nos terres de données contre des verroteries d'applications, quoi. Enfin, c'est la métaphore de Yuval Noah Harari dans son bouquin, ça. En fait, ce qu'on pense avec les camarades, les copains, c'est que si tu veux exploiter les imaginaires de la SF, tu dois le faire de manière massive et collective. Parce que comme tu le décris, tu n'as jamais un seul imaginaire qui peut totalement explorer le futur de manière aussi riche. Et donc, notre job, c'est souvent de dire avant une mission, on collecte entre 50 et 100 imaginaires en lien avec la thématique. Et on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et l'ordre, c'est quoi? C'est surtout deux choses. La première, c'est de créer des lignées en se disant, bah oui, les futurs, enfin, les projections de futur se référencent, s'alimentent, se copient. T'as vraiment une notion comme ça de reproduction de tropes, hein, les fameux tropes, de petites évolutions. Et quand tu mets tout ça à plat, tu fais waouh, ça fait X années qu'on nous raconte un peu la même histoire, c'est quand même assez dingue. Et donc ça doit t'interpeller sur le fait que, tiens, mon projet, il continue à raconter la même histoire qu'on se raconte depuis 150 ans. Est-ce que vraiment on n'est pas un peu en train d'alimenter la machine? Donc tu as un vrai effet de nettoyage comme ça de tes imaginaires avant de démarrer. Et puis l'autre truc, c'est ce que tu viens de dire, c'est que finalement, ce qu'on regarde, c'est, tiens, ce petit changement, comment est-ce qu'ils l'ont joué? Qu'est-ce que ça a fait? Ah, tiens, ça a eu un impact dans la façon de s'organiser, ça a eu, tiens, une nouvelle manière d'interagir, tiens. Et c'est ces petits détails qu'on va les collecter et qu'on va réinjecter dans nos spéculations pour essayer d'être un peu plus aguerri. Mais vraiment, cette idée de regarder les imaginaires, je pense que tu avais envie des photos de voitures autonomes pour illustrer un peu ça. Alors, oui, je pense que tu m'as envoyé une somme de choses. Alors, hop, ici, attention, tic-tac, boum-tac. Voilà. Donc ici, on est dans la Régus, Ouais, la Régus mobile, ouais. la Régus mobile, où ils sont tous tournés comme dans un salon avec leurs appareils. Leurs appareils Exactement. connectés et leurs deux cafés, dont il faut bien constater que le passager est quand même bien moins loti en termes de position du café que le pilote, hein. Quand même, il y a un statut, hein, il y a quand même le chef de la voiture. Voilà, exactement. Et maintenant, tu la compares avec, je pense, tu vas voir une autre photo plus vintage, comme ça, un peu. Tout à fait, le vieux, ce vieux classique. Et d'ailleurs, il y a cette série, comment ça s'appelle? J'y suis retombé il n'y a pas longtemps sur un site avec tous les JPEG de ce magazine. Il y a un magazine de cette époque-là qui a produit des centaines de dessins de cette espèce d'imaginaire de l'an 2000 vu par les 60s. Très les Jetson, oui, un peu dans cette vision du futur-là, mais en mode sérieux. Et c'est absolument fascinant. Hmm. Euh, et à quel point tu peux voir le futur 60s, le futur 70s, le futur 80s, presque. Allez, même si un même dessinateur te refaisait la scène avec le même style, tu pourrais savoir, à cause justement de ce que tu dis, des tropes, des valeurs, des angles perceptifs. C'est des pépites, ouais. Là, ces trucs-là, quand tu regardes l'histoire de la voiture autonome, ce qu'on a fait pour des projets, pourquoi je t'ai proposé ces deux-là? Mais parce que tu te rends compte que c'est le même. Mais technologiquement, c'est quasiment la même chose. Ils ont rien transformé, sauf que tu en as une qui est dans l'esprit années 50, société du loisir américaine. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ta voiture? Tu t'amuses en famille. Et l'autre, t'as un imaginaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais dans une voiture? Bah, tu gagnes du temps. Donc, tu bosses. Ouais.
Et c'est aussi ça, là c'est un peu caricatural parce que c'est deux images, mais quand on met 50 des images comme ça depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui, tu es interpellé de voir émerger ce thème du t'es en voiture donc tu bosses. Et normalement ça doit t'inviter à réfléchir un peu, mais est-ce que Ouais. finalement on n'est pas en Mécanique. train d'alimenter un imaginaire inutile? Tout à fait. Les, Et les, après, les, les mécaniques populaires, dit le roi jaune. en tout cas populaire au sens où, en tout cas comme je comprends la phrase, moi, au sens où tous ces imaginaires ils sont appropriés autant par une communauté de makers d'imaginaire, et donc tu as des travaux hyper riches de comment ça se trouve que Google d'un côté et Hollywood de l'autre ont des images aussi fortes et communes. Bah, c'est parce que c'est les mêmes designers qui bossent d'un côté à l'autre. C'est physiquement les mêmes personnes. Ils se retrouvent dans Ouais. les mêmes bars le soir, etc. Donc tu as une porosité professionnelle qui est juste énorme. Et puis tu as nous, tu as l'audience, qui nous absorbons ces trucs-là et qui les restituons dans d'autres circonstances. Et quand tu as des médias très dynamiques, comme par exemple la SF en Chine, par exemple, est hyper intéressante parce que tu as un format d'écriture qui est hyper court, qui passe par du microblogging, et où les lecteurs deviennent contributeurs massivement. Et du coup, c'est une œuvre qui s'alimente de son lectorat. Et dans ces circonstances, effectivement, c'est cette culture pop qui construit ces trajectoires comme ça. Donc c'est très intéressant à suivre parce que tu vois un peu le côté un peu taux prédictif des imaginaires qui te montre effectivement qu'il y a un trend qui émerge comme ça dans la manière de fantasmer l'avenir qui va être récupéré par d'autres acteurs. Ici, en l'occurrence, la voiture connectée, l'image un peu vintage, c'est directement issu des travaux de General Motors avec Disney World, avec Disney. Et c'est ça qui est dingue, c'est que Disney a mis au service de General Motors sa capacité à projeter des univers. General Motors a conçu les imaginaires que Disney voulait voir. Et Disney a propagé l'imaginaire de General Motors en construisant dans ses parcs à thème la vision du futur de General Motors, de General Electric. C'est avoir une image où tu vois GE en fond de Tomorrowland Oui, tourné tout à par fait. Disney. Hop, Et ici. tu vois, c'est deux industries qui travaillent. Alors, il y a pas, je suis pas en train de dire qu'il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. Hein, on n'est pas Non, non, dans mais, la mais, pyramide mais du et c'est, crypto. c'est, c'est, Mais co- c'est complètement logique, évidemment. Et c'est comme ça. Enfin, moi, justement, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps et je me disais il faut tuer le cyberpunk. Et en fait, j'ai vu un article super malin que j'arrive plus à retrouver qui disait c'est pas le cyberpunk. En fait, lui disait il faut tuer le mythe, le métamythe de Campbell. Il est temps de passer à autre chose parce que tout le mythe du héros et le parcours du héros en fait est un parcours individuel et confortable. Bref, c'est sur une réflexion métasociétale, mais effectivement, en fait, ces gars, ces auteurs qui sont ensuite devenus des cinéastes, qui sont ensuite devenus des entertainers, ont forgé toute la génération des mecs qui aujourd'hui sont les ingénieurs, les créateurs de boîtes. Et en fait, on est tous en train de réaliser le délire cyberpunk de notre enfance, de notre imaginaire. Enfin, on est encore dans cette impulsion-là, et bon, clairement, avec des chouettes trucs et des trucs qui le sont moins bien, mais je trouve on n'a plus rien imaginé post-cyberpunk. Je trouve qu'on a enfin moi c'est un des trucs qui m'angoisse et sur lequel j'essaie de militer, c'est que les gens se réapproprient le futur avec leurs imaginaires, comme dirait Étienne Klein, pour inventer des choses qui soient pas toujours les mêmes conneries, qu'on trouve autre chose, quoi, de plus riche et de plus différent. Mais c'est un exercice qui est dingue, mais alors, je suis toujours un peu précautionneux, là, c'est mon côté anthropologue, sur est-ce que vraiment on est dominé par les imaginaires des autres, parce que l'humain a une capacité créative qui est aussi énorme. En parallèle, en fait, tu as les deux. Et c'est ça qui est chouette dans la culture populaire, c'est qu'à la fois, quand tu prends un angle un peu, posture un peu critique, tu dis, ouais, on est dominé par ces imaginaires, on est enfermé dedans. Et après, quand tu regardes ce que font les gens, ils réinventent, ils bricolent, ils associent, ils combinent. Et même si chaque item est un peu convenu, leur combinatoire, elle est complètement Alors, délirante. on est Et bien ça aussi, c'est d'accord. super intéressant, tu vois. Ah, on est bien d'accord, mais néanmoins, ça reste des subparts d'un environnement qui, par essence, est limité. C'est un peu le fait que la culture américaine ait dominé le monde, ou le syndrome du porno, ou le syndrome. C'est qu'à un moment, il y a la colonisation d'un imaginaire. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas moyen d'en faire des choses riches et des choses comme ça. Et je pense pas qu'il y ait une réponse, hein, mais je crois que c'est un spectre. Et effectivement, aujourd'hui, on est quand même super influencé par la technologie qui elle-même a quand même ce code avec les classiques de K. Dick, d'Asimov, enfin toute la SF, enfin voilà.
enfin, je ne suis pas scientifique, hein, mais je parle avec beaucoup de conviction, non pas de ce que je pense être la réalité, mais de, de l'opinion qui m'habite. Hein, on est bien d'accord. Hein, Mais je- c'est un débat super intéressant. Cette notion de colonisation des imaginaires, tu la retrouves vachement. Tu la retrouves dans beaucoup d'endroits. Je pense qu'elle est beaucoup fantasmée. Il y a une sorte de truc comme ça et qui te fait rendre compte que le discours critique lui-même est très colonisé par ces mêmes imaginaires permanents, en fait. Donc c'est ça qui est qui est assez amusant aussi. Mais je trouve qu'il y a un domaine enfin voilà, à un moment donné, il faut être empirique. Donc, ce qui est cool avec les imaginaires, c'est qu'ils existent, ils sont en nombre, ils évoluent, et donc tu peux faire un peu d'expérimentation dessus, tu peux observer des trucs qui émergent et comment ça émerge, d'où ça vient, etc. Moi, un truc qui me fascine, c'est tous les mouvements qu'on appelle futurisme indigène. C'est une sorte de réappropriation des codes de la culture pop dominante nord-américaine, type comics, type Star Wars et autres, par des populations amérindiennes qui, pour la faire courte, ont toujours été invités à se conformer à une certaine image de leur tradition. Donc c'est l'extérieur qui leur a dit, bon maintenant tu vas être un bon Indien, tu vas te comporter comme un Iroquoien, et un Iroquoien il fait ça, donc tu vas faire ça. Donc tu es dans un parc et tu fais ta vie d'Iroquoien. Et ces gens, et les jeunes en particulier, se disent, mais moi c'est quoi mon avenir, c'est quoi mon futur, comment je me projette? Je ne peux pas me projeter alors qu'on m'oblige à ressembler au passé de ma tribu, à laquelle je m'identifie certes, mais quand même on vit dans les années 2000. Et du coup, il y a un ensemble d'artistes, d'acteurs de la culture pop qui ont commencé à faire des hybrides. Et donc à faire des œuvres qui sont un mélange entre un monde très amérindien et Star Wars. Et donc ils imaginent des scènes hybrides. Star Wars, ils sont habillés avec des plumes d'Indiens. Enfin, et c'est rigolo parce que tu vois ça de prime abord, tu dis, bon, mon Dieu, tu pourrais te dire, ils sont dominés par... Allez, leur imaginaire sont complètement dominés parce que enfermés dans ces quelques archétypes. Et en même temps, quand tu regardes comment ils s'y prennent, non, ils créent une dynamique critique très profonde. Ils vont chercher des archétypes parlants, ils les détournent, et ça commence à avoir une influence dans la culture mainstream, puisque tu commences à avoir aujourd'hui des comics avec des Inuits. Je parle même pas de Black Panther, mais qui est un vrai phénomène à ce niveau-là, parce que Black Panther, à la base, c'est un sous-personnage des Avengers qui se fait ratatiner au bout de deux coups de poing dans les années 50-60 et qui a toujours été un sous-personnage avant d'émerger dans les années 70-80. Mais il y a des anthropologues qui ont observé la réception de Black Panther dans les cinémas en Afrique et c'était génial de voir comment ils challengeaient cet imaginaire. C'était pas juste waouh, on est les champions, c'était vraiment à la fois un objet très critiqué et un objet très stimulant pour se projeter, se mettre en dynamique, etc. Et je trouve, moi, que c'est un génial laboratoire, ces futurismes indigènes, de comment tu hybrides un peu des cultures dominantes avec autre chose, et tu transformes les messages, tu les détournes, et tu génères quelque chose qui peut être inédit. On commence à avoir des œuvres qui s'autonomisent un peu de l'imaginaire dominant, Non, quand je dis en s'appuyant effectivement, là-dessus. il commence à avoir une tendance, c'est parce que l'inertie mainstream qui dure depuis longtemps, mais effectivement, il y a des choses, et Gaël dans le chat dit aussi, il y a des films qui proposent autre chose, comme Another Earth ou Origins. Et donc voilà, Another Earth je connais, mais Origins, je ne suis plus sûr de voir lequel c'est celui-là. Alors, aucun designer SF n'a imaginé il y a 20 ans que les briques Lego seraient encore un jouet à succès actuel. Oui, il y a des... En fait, c'est une chose qui, moi, me frappe souvent, c'est à quel point le monde est à la fois radicalement différent, en Mm. très peu de temps, et comme il y a des choses qui ne bougent, mais de façon... alors, le lieu de travail et l'école, alors je pense qu'on arrive à un moment où ça avait déjà commencé un peu à bouger, mais très faiblement pour l'école, un peu plus déjà dans le monde du travail, quoique. Là, je pense que là, on a vraiment pris un coup de friction. Mais c'est vrai que moi, il y a 10 ans, j'étais encore subjugué par l'école et le monde du travail, dans un monde qui avait tout changé, des trucs comme ça qui ressemblent encore avec une espèce d'inertie de changement, la façon dont on fait un système de gouvernance étatique, c'est un truc moyenâgeux et enfin voilà, il y a vraiment des choses, tu dis c'est étonnant comme euh, en fait, le futur est très londonien. Je trouve que tu as ça un peu à Londres, où tu as en même temps le truc très futuriste, mais tu sens comme toutes les couches, et donc il y a encore des choses qui sont très similaires à avant. Je m'emballe, hein, mais si tu vois si tu vois où je veux aller. Et Ah, donc,
Vas-y, je t'en prie. T'as des futurs qui sont, c'est ça qui est très drôle, t'as raison, tu regardes l'alimentation, qui moi est une de mes maraudes. C'est dingue de voir comment c'est très difficile, même t'as des œuvres de fiction qui sont délirantes, créatives et tout, et puis on arrive au moment de manger, bah, c'est l'assiette, les couteaux, le poulet, et il y a une sorte d'indépassable, quoi. On a du mal à faire un pas de côté. En tout cas, dans le foot, c'est typiquement ça. Et tu as des sujets ouais, comme le travail. Là, en ce moment, avec des étudiants, avec Nicolas, on travaille un peu sur les futurs du bureau, l'objet bureau. Et en fait, c'est affligeant de conformisme. Ah, moi, En j'avais, oui, gros, l'objet est rond avec des écrans verticaux. Et tout tu à retrouves fait. ça mais partout. Et tu dis, mais Le bon, conformisme dans l'imaginaire des futurs est un truc déprimant. Et alors, avec le futur du foot, moi j'étais quand même content parce qu'avec des étudiants, ils étaient arrivés à. En fait, ils avaient révolutionné l'alimentation grâce au transhumanisme. En fait, ils avaient décidé que l'humain allait développer une peau photosynthétique et donc qu'il n'avait plus besoin que de lumière pour se nourrir. hmm. Et donc voilà, je trouvais le fait d'avoir. J'étais dit, allez, ça c'est une petite gommette parce que je trouve que le chemin est fantastique. D'avoir été, tu vois, cassé autant de trucs. Alors après, photosynthèse pour l'humain, vraie bonne idée ou fausse connerie, tu vois, je ne sais pas. Mais. On s'en fiche. Ce qui compte, On- c'est ils aient déplacé le débat de l'ingestion à la consommation par d'autres portes d'entrée. Et c'est ça qui est génial. Et ça me fait penser à une design fiction, je sais pas si je te l'avais envoyé, c'est là de Nina Burton, où tu vois une jeune femme qui a plein de tuyaux comme ça dans sa bouche, avec du verre dedans. Et en fait, la fiction qu'elle a voulu mettre en place, c'était d'imaginer que tu faisais vivre avec toi tes propres algues qui s'alimentaient de restes de ta respiration et qui venaient de se nourrir. Donc tu transportais ta nourriture en train de se consommer. Et voilà, ça aussi, c'est un autre décentrement qui est hyper chouette. Et finalement, c'est ça qu'on souhaite, c'est de se dire oui, en fait, c'est ça. Arrêtons de regarder toujours le truc qui doit ressembler à l'animal qu'on a tué avant, hein, le poisson pané qui ressemble au pseudo-poisson dont il serait supposé venir. On peut traiter la nourriture voilà. autrement sans On tomber dans affiche l'absolu. C'est Nita ça qui est chouette. Burton, voilà, Aquaculture, ouais. avec l'aquaculture. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans le design fiction, c'est que tu vas essayer de tester autre chose. Alors effectivement, c'est des idées cons, au sens où tu l'as posé, qui n'ont aucun intérêt pratique pour demain, mais qui t'ouvrent en fait tout d'un coup un genre de boulevard inconnu de trucs à tester qu'avant tu ne voulais même pas avoir parce que tu regardais. Donc pour moi, c'est pas déprimant que le futur soit conformiste, c'est normal. C'est-à-dire, c'est comme tout, on ne peut pas se réinventer tous les matins, sinon on deviendrait fou. Mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils pour venir bousculer ce truc-là. Et moi, c'est mon optimisme, moi, c'est me dire, ben, bousculons le truc, Ah, et c'est ça qui est fort. alors j'ai une question pour toi de Gaël, Olivier. Est-ce que cette période est un frein ou un élan dans ton inspiration? Bah, c'est un élan au sens où on en parlait avant de démarrer le live, c'est une période où il y a une vraie attente d'outils pour naviguer en incertitude, donc c'est plutôt inspirant. Après, ce qui est à la fois aussi un peu confondant, ou en tout cas on se dit flûte, c'est les solutions qu'on se donne pour la crise. On a travaillé avec le collectif, avec Making Tomorrow, à essayer de tracer la façon dont, dans les imaginaires, on utilisait les masques notamment. Et donc on a cartographié un peu ces imaginaires et on a regardé, après on a comparé ce que les gens utilisaient vraiment. Et voilà, on est en train de reproduire des choses. La crise d'urgence nous invite parfois à appliquer des recettes un petit peu trop convenues, on va dire. Et donc on est entre les deux. À la fois, il y a une vraie demande de se reprojeter dans le temps long, parce que tu avais vraiment le sentiment qu'il y a encore un an ou deux, quand tu faisais de l'innovation, si ton truc n'était pas sur une table, sur un linéaire, l'année d'après, c'était trop long. Et maintenant, tu dis, waouh, il faut repenser le temps long. Et en même temps, quand tu regardes autour de toi, bon, il y a encore du boulot. Alors, ouais, en fait, c'est-à-dire que je pense que tu peux pas aujourd'hui des corpos, des boîtes qui pèsent des dizaines de milliards ou même ne fût-ce que déjà des dizaines de millions ont l'opportunité, elles, en gérant la crise, de se dire putain, il faut absolument, quand t'es un mec qui est en train d'essayer juste de mourir lentement, ou si possible même peut-être survivre, évidemment c'est compliqué, c'est enfin voilà, c'est tout d'un coup il y a ton bas de la pyramide de Maslow qui se met on fire et tout le haut tu te dis ouais ça on verra plus tard. Euh,
Donc oui, une autre question que j'avais, c'était... Ah oui, non, une question, donc ça c'était pour Yael. Tout ce qui est justement future thinking, futur scénario, c'est un passage obligé pour le design fiction ou bien ça part vraiment d'une d'un débat d'idées, de... Enfin, c'est quoi la méthodologie pour arriver à l'objet, en fait? C'est, voilà ma question. Ouais, t'as les deux approches. T'as les gens qui assument la proximité avec tout ce qui est construction de scénario et de la prospective, entre guillemets, plus classique, on va dire post-shell, quoi. Et donc, effectivement, tu vas scénariser et à un moment donné, tu vas venir tangibiliser, bousculer. Mais tu as toujours cette étape, une fois que tu projettes, de venir vraiment appuyer l'enjeu, qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qui t'a évité. Et donc, c'est là où on va injecter des frictions, en fait, des éléments à friction pour challenger la raison d'être de ces scénarios qu'on a construits. Ça, c'est globalement ce qui est partagé par tous. Après, chacun va y aller de son petit outil. Il y en a qui direct attaquent des ateliers avec des provocations. Donc on commence, on met sur la table des futurs déjà un petit peu challengeants. Et limite, l'exercice, c'est faites-le encore pire. Puis après, on va le montrer à d'autres pour qu'ils expriment ce que ça leur fait. Nous, avec Making, on est plus sur... on traite des imaginaires, on essore ça, et on essaie en intelligence, entre guillemets, collective, de venir un peu se donner des lignées qu'on n'avait pas forcément vues initialement. Et une fois qu'on les a produits, on se dit maintenant, pour aller plus loin, on va radicaliser le propos, le rendre plus dystopique en général, pour permettre à d'autres personnes d'y réagir et de rebondir sur cette base. Du coup, on utilise aussi cette méthode vraiment en innovation, en mode, là on fait ça en ce moment pour un client, on a fait des publicités d'offres qui n'existent pas, provocatrices, et on fait des focus group en mode équipe marketing classique. On se fait passer pour des marketeurs un peu bas du collier. On dit comment, allez, il n'est pas génial notre produit, et les gens sont choqués. Mais ce qui est génial, c'est qu'à partir de ça, ils nous donnent des pistes hyper intéressantes sur ce qu'ils désireraient vraiment avoir et ce qui correspond à leurs valeurs, à leur éthique et à ce qui a vraiment du sens et de la valeur pour eux. Et ça, on l'utilise du coup dans notre processus d'innovation. Donc, tu as vraiment plusieurs angles méthodologiques pour fictionner, on va dire, dans cette approche. Ceci dit, comme tu parlais d'innovation, moi je fais des workshops de design thinking et des workshops de future thinking, donc c'est deux méthodologies différentes. Il y en a une qui est vraiment sur plutôt la résolution de problèmes et quelles solutions amener, donc c'est un processus assez classique en innovation et ça permet de délivrer très rapidement un truc actionnable. Et je disais, quand je fais du design thinking avec une ONG, je parle pognon. Quand je fais du future thinking avec un banquier, je parle environnement et société. Et il n'y a rien à faire. Ce qu'on regarde à l'horizon ou devant nous n'est pas la même chose. Et je trouve que c'est intéressant. Et en fait, je t'entends dans ta façon de parler de design fiction et de toujours. On voit bien que dès qu'on met l'objet dans le futur, son aspect fonctionnel est moins intéressant que ce que sa fonctionnalité induite révèle du monde et de la réflexion. Et donc, il y a ce côté qui pour moi est primordial. Hein. Je pense qu'on est dans un monde qui aujourd'hui a arrêté de regarder devant pour ne plus regarder que vraiment le guidon ou juste devant. Et donc on doit remettre une perspective. C'est un parcours qui est en train de se faire, mais voilà. Ça, j'ai l'impression. Et donc dans un monde quand même basé sur la notion de profit, comment est-ce que tu arrives à vendre des outils qui sont profondément anti-commerciaux ou en tout cas pas dans la logique de pas te faire comprendre un problème dont ton salaire dépend du fait que tu ne le comprennes pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté paradoxe dans la discipline. Oui, mais qui est tout de suite, qui est tout de suite absorbé, on va dire, par l'innovation. Enfin, là, je veux faire mon sociologue à deux balles, mais ça a été très bien décrit par Boltanski il y a 15 ans. C'est le capitalisme actuel, il se nourrit de sa propre critique. Et il y a beaucoup de travaux sur capitalisme et mouvement artistique qui montrent comment ces deux univers, et c'est pas nouveau, mais se sont encore plus que jamais imbriqués. Et donc, pour le dire de manière plus simple, euh, aujourd'hui, les grandes entreprises se nourrissent de profils créatifs dont ils alimentent leur capacité à être en posture critique vis-à-vis de la structure qui les nourrit. Et c'est le système valorise ça.
Et donc nous, on s'inscrit là-dedans, où effectivement, ça peut paraître parfois paradoxal de venir retourner le couteau dans la plaie, mais parce que ce détour, cette phase-là, tout le monde a la conviction, c'est une croyance, hein, parce que c'est une heuristique, c'est une pratique, hein, il n'y a aucune démonstration que ça marche systématiquement, mais cette conviction fait que, en t'autorisant ce détour, tu te fais un petit peu mal, mais enfin de manière quand même assez confortable, il faut être honnête, et ça ne peut que de ça ne peut que générer du meilleur, et donc en fait, c'est vraiment pas difficile. Avec des interlocuteurs, on va nous demander de faire même des chartes éthiques pour encadrer le développement de nouvelles technologies au sein d'une organisation. On va aussi nous demander tout simplement, dire, ben oui, enfin, derrière la notion de valeur, il faut bien entendre que une entreprise qui est un peu maligne, elle sait que sa valeur à elle sera plus grande si elle arrive à en donner aussi à son client. Et donc, on est juste dans ces équilibres-là de valeurs partagées. Et ben, pour y arriver, il faut pouvoir questionner ce qui est au-delà de la fonctionnalité immédiate. Il faut questionner sur ce que fait l'objet en réalité aux gens. Et bien sûr, c'est bien plus que de servir un café, ce qu'ils font. C'est bien plus que de nettoyer le sol. Ils offrent, voilà. Donc on s'inscrit bêtement là-dedans, en fait, tout simplement. Et il y a une vraie audience pour ça aujourd'hui. Alors, on me demande si tu as déjà travaillé sur le futur de l'enseignement. Non, non. Enfin, si dans des ateliers, notamment, ça fait quelques années qu'on collabore avec un lieu qui est très sympa qui s'appelle The Camp à Aix-en-Provence, qui a alors ils appellent ça le campus pour imaginer le futur, et c'est un lieu assez incroyable. Vraiment, tu sors d'Aix, c'était dans cet endroit juste beau, et ils ont mis en place, plus que le lieu, ils ont réuni des équipes de gens très intéressants pour t'aider à voilà, te projeter, spéculer, etc. Et donc nous, avec Making Tomorrow, on anime des choses là-bas. Et un des détours qu'on utilise pour former au design thinking, c'est de travailler à l'exploration martienne, parce que c'est un détour qui s'y prête bien. Voilà, on a rarement une entreprise qui travaille réellement sur Mars, donc ça permet de parler à tout le monde et à personne à la fois. Et donc, assez étonnamment, nous, on ne donne pas une consigne, on ne dit pas, voilà, on va travailler sur ça par rapport à l'exploration martienne. On les immerge dans des imaginaires martiens, on les fait émerger des problématiques, des tensions, et on leur dit, bah voilà, maintenant on va travailler à prototyper un objet qui va nous permettre de prolonger ces spéculations sur ce qui est à risque, ce qui est interpellant dans l'hypothèse où on reconstruirait une nouvelle société sur une autre planète, puisque c'est un peu ça le scénario. Et assez étrangement, la notion d'enseignement slash pédagogie slash transmission sous toutes ses formes est un thème qui revient assez fréquemment. On sent que les gens ont envie de le chatouiller. Et alors, je me souviens pas de toutes les fictions qu'on a créées dans ces ateliers, mais notamment, il y en avait une que j'avais trouvée géniale. Euh, En fait, les gars s'étaient dit, voilà, on va avoir un long séjour avant d'arriver sur Mars, et il faut qu'on arrive à coopérer, et on a besoin d'apprendre l'un de l'autre. Et donc, ils ont mis en place une sorte d'intelligence artificielle volontairement limitée, qui en fait t'accompagnait dans tes conflits pour t'aider à te pointer qui avait les super ressources pour t'aider à résoudre ces conflits et, t'apprendre quelque chose pour que toi, en retour, tu puisses lui apprendre, et donc tu pacifiais les disputes comme ça. Et le système était vraiment hyper simple, hyper sain, hyper intéressant. Et voilà, c'est un exemple où tu te rends compte que les gens aspirent à se mieux vivre. Il y a une sorte de relation pacifiée aux technologies. C'est pas tout avec ou sans. Et donc, cette notion d'enseignement, de pédagogie, elle revient pas mal dans ces moments-là. Alors, Euh, j'ai Gaël qui me demande, connaissez-vous l'arbre des possibles sur le net de l'écrivain Bernard Werber? Il l'a créé il y a bien 15 ans et les gens peuvent soumettre, j'imagine, des futurs possibles, j'imagine. Mais lui, c'est l'encyclopédie des futurs possibles, à peu de choses près, si je ouais, comprends le concept. je connais l'auteur comme tout le monde, c'est classique, et je ne connaissais pas cet objet-là. Aujourd'hui, tu as plein d'initiatives vraiment, vraiment, ça essaime en fait, hein, ce mur des possibles. Poussez-nous, voilà, on a travaillé avec l'UNESCO sur le futur de la paix, donc c'est vraiment plein de pays qui projettent. J'avoue, c'est une technique qui est assez ancienne, hein. Quand tu regardes, j'oublie le nom de cet Allemand, mais il y a un journaliste allemand très connu, peut-être son nom était familier, qui, juste après-guerre, avait commencé à animer des grands workshops massifs pour définir des futurs préférables, et c'était des ateliers du futur. Et Pas du tout. voilà, bon, bah, c'est un auteur qui a très très peu traduit, puis bon, mais Ah, mais c'est pour ça, parce que je lis rarement, enfin assez je, lis- je- peu en allemand.
Non, mais moi non plus, mais j'ai réussi au détour d'une traduction d'article en anglais, bref, peu importe. Mais ce gars, apparemment, était une star. C'est un peu comme des gens comme Fuller, par exemple, Buckminster Fuller, des gens qui avaient un aura incroyable pour toute une génération. Et voilà, mais comme Buckminster Fuller, qu'on connaît très peu en Europe, mais qui est vraiment un gars incroyable en Amérique du Nord, ces gars avaient des visions et avaient mis en place des workshops massifs avec vraiment beaucoup de gens pour imaginer les futurs. Et à la fois, tu dis c'est génial, et à la fois, tu dis mais ça a fait quoi au final? Quelle est qu'est-ce qui reste de ça une fois que tu as fait cet exercice? Et j'avoue, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le sujet, c'est plus tellement de se mettre en posture d'imaginer des futurs, parce que c'est plutôt d'accompagner l'après, en fait. C'est d'accompagner cet élément de conviction, cette mise en mouvement, en fait, qui me paraît aujourd'hui le défi. Générer des hypothèses de futur, c'est relativement facile. Te mettre en tension pour y aller, c'est notre paire de manches. Et je trouve que c'est souvent ça qui a manqué dans ces grandes initiatives, et qui manque peut-être encore sur ce genre de projet, c'est que, voilà, il y a un peu on purge là, et puis so what, quoi. Et Mais c'est des trucs qui ont 50 ans, 60 ans, et donc pour moi, c'est l'indice qu'à un moment donné, la méthode a peut-être épuisé ses limites, quoi. non, non, bien sûr. Et puis, comme tu dis, l'important c'est d'y aller. Et moi, c'est vraiment comme ça que je me suis mis là-dedans dans cette démarche. C'est en voyant l'espèce d'effet d'hébétement, de subjugation euh, de toute la population, mais aussi beaucoup les jeunes dont j'avais comme tout le monde imaginé avant de commencer à donner cours qu'ils étaient cette génération de gens au courant de tout, à l'aise avec la technologie, qui allaient des super ninjas qui allaient tout nous faire, et de se rendre compte qu'en fait, eux surtout, mais tout le monde était dans cette espèce de... la métaphore que j'utilise, c'est la bombe vient de péter dans le film, il y a un noir fondu au noir, puis tu as le retour à l'image, blanc lumineux, tu as de la fumée, un sifflement, des bruits sourds, et puis à un moment, il y a un mec qui vient de secouer, et je me suis dit, il faut quelqu'un qui vienne secouer, et en fait, la paralysie est à mon avis liée par une sorte d'angoisse générée par la complexité et l'incompréhension. Dit comment tu fais déjà juste pour donner des grilles de lecture, pour resimplifier et que enfin, se réapproprier un peu le monde, en plus de l'imaginer, mais en fait, qu'est-ce qui était en train de m'arriver? Et je trouve que le Covid, pour moi, je disais, la conspiration, c'est presque une forme de burn-out sociétal. C'est quand le bruit informationnel est trop fort et qu'à un moment, tu te dois trouver une porte de sortie et tu dis, ok, ça, maintenant, c'est mon idée, c'est ma thèse, c'est mon dogme, et je vais m'accrocher à ça parce que c'est du délire de... Je vois tout de suite l'anthropologue en toi qui dit, ah tiens. Et alors, c'est c'est bien, c'est bien. Pendant que tu réfléchis à celle-là, je lis le chat pour être à jour, hein. Tu commences à répondre quand tu veux. Tu me feras 2 pages sur le sujet. Non, mais tu t'es coupé au milieu de ta démonstration, du coup j'attendais la Ah, fin, moi. pardon, ah oui, alors, pardon, Olivier. Alors, tu ne me connais pas, mais tu vas me connaître. J'ai ce que ça s'appelle légèrement. J'ai un attention span qui est très, très fragile. Il est over instable. Et donc, je ne sais pas. Si tu veux savoir quelle est la démonstration que j'étais en train de faire, je ne sais pas, je me suis perdu en route. Où est-ce qu'on allait? Et Non, donc, je t'ai posé cette question sur justement, ben, l'hébétement, le fait, voilà, il y avait un imaginaire abandonné, mais quelque part aussi euh, un présent incompris. Et donc, en fait, aujourd'hui, dans un moment où on a besoin de bouger, on ne bouge pas. Et l'autre truc, c'est qu'on s'engueule. Je dis, on est dans une voiture qui va de plus en plus vite, sur une route de plus en plus dégradée. Les instruments s'affolent, et nous, on s'engueule dans l'habitacle. Je veux dire, d'abord, on arrête de s'engueuler dans l'habitacle. Ensuite, on décide comment on va rouler et où. C'est le poteau, le pas poteau, le poteau met de côté. et peut-être qu'une manière de ne pas s'engueuler, c'est déjà de savoir où on va et renverser le truc, justement. T'as des travaux, tu parles d'anthropologie, enfin, tu me tends la perche, Ah bah oui, mais c'est fait pour. et j'ai bien vu. Et moi, voilà, je suis aussi très curieux, j'essaie un peu voilà, d'alimenter ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le futur en tant qu'anthropologue? Et étrangement, t'as beaucoup et pas beaucoup. T'as beaucoup de choses sur les systèmes de divination, voilà, des trucs comme ça, sur des rituels qui te projettent dans l'avenir, mais c'est plus le rituel qui intéresse l'anthropologue que vraiment le rapport au futur.
Et tu commences à voir aujourd'hui émerger des anthropologues qui disent, bah non, le futur est un objet d'investigation intéressant, voire même on peut y contribuer. Ce qu'assumaient les anthropologues des années 50, comme Margaret Mead, qui vraiment œuvrait à construire le futur, à le définir et à agir dessus, ce qui a été perdu après. Et dans les travaux hyper chouettes que tu retrouves aujourd'hui, tu as notamment Apadouré, qui est un anthropologue américain d'origine indienne, qui a nommé ce truc de compétences de projection. Il dit les cultures sont inégales dans leurs compétences de projection. Et ça paraît bête quand on l'a dit comme ça, on dit bah oui, mais c'est bien sûr, mais ça devient tout d'un coup très lumineux de se dire mais est-ce que c'est pas une grille de lecture super chouette que de regarder comment des collectifs, pour pas dire culture qui est un peu plombant comme ça, comment des collectifs se mettent en capacité de projeter. Est-ce qu'ils en sont capables? Est-ce qu'ils ont cette capacité quotidienne de regarder après-demain? Et évidemment, les conditions matérielles sont un des leviers qui font que tu as plus ou moins la capacité, mais pas que. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux un peu te décorréler. Tu parlais de Maslow tout à l'heure. Moi, j'aime pas trop le contexte Maslow parce qu'il a un peu ce côté systématique de reprioriser en disant bah, il y a un chemin nécessaire et obligatoire. Et quand tu regardes des gens parfois dans de grandes privations, des capacités de projection incroyables, et Euh, d'autres qui vivent dans l'opulence sont complètement enfermés dans une vision. on est d'accord, le C'est- modèle a déjà été déglingué 750 voilà. fois et il est Oui, incomplet. 9. Moi je l'utilise parce qu'il est universellement connu et je fais un parallèle sociétal avec la révolution industrielle. Donc j'explique que chaque révolution industrielle est une montée dans la pyramide de Maslow avec la fonctionnalité en première, la sécurité et puis l'appartenance sociale dans la deuxième, l'ego et le self-esteem dans la troisième avec le social media et puis la quête de sens en transition. Mais je suis d'accord avec toi, le modèle n'est pas... Enfin c'est pas une grille de lecture de votre... Tu peux pas tout mettre dedans, ça n'a pas de sens. Et comme tu dis, parfois le fait de tomber tout en bas te fait revenir sur une autre pyramide beaucoup plus riche. Enfin, la galère peut t'amener du sens. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Ceci dit, quand tu fais ça, tu es hyper théologique, c'est-à-dire que tu racontes comme s'il y avait un sens à l'évolution, puisque tu assumes qu'on progresserait en permanence. Alors que peut-être avec un autre angle, une autre grille de lecture, en fait, la façon de raconter l'histoire, elle est beaucoup plus chaotique, voire Tout à fait. on est pas bon, Mais ça, mais je on raconte l'assume sur autre chose. totalement. Je veux Ok. dire, Si ça se fait. je pense qu'on peut tout à fait voir la vie comme un accident vide de sens et, enfin, tu vois, un truc comme ça, propagation. Mais derrière ça, c'est la folie qui m'attend. Et Hmm. donc, Il faut mieux s'en prémunir, je te voilà, comprends. du coup, je trouve, voilà, c'est complètement, c'est vraiment un choix éditorial. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Rien ne prouve que, mais moi, c'est la grille de lecture que je m'offre, je la trouve plus fonctionnelle. Mais de nouveau, il n'y a pas science. Alors, je vois le chat qui défile sérieusement, donc traversé par des humains. Donc, est-ce que l'on peut considérer les montages Photoshop souvent dystopiques qui montrent par exemple un Paris vide où la végétation a repris ses droits comme du design fiction? Ouais, ça peut. Alors, c'est là où la notion de design fiction, design fiction, elle est encore flottante, si tu veux. C'est que, oui, c'est l'intention qui va donner et l'usage qui va faire le design fiction, plus que réellement l'objet lui-même, si tu veux. C'est dans quel cadre tu l'inscris. Si c'est la mairie de Paris vous montre son scénario pour Paris 2040, non, c'est du visionning classique. Si je te mets ça comme une genre de publicité ou voilà, je le mets en scène comme si c'était quasiment déjà là, dans un quartier où les gens sont surpris de voir ça et du coup sont interpellés sur tiens, mais finalement, est-ce que c'est ça que waouh, est-ce que vraiment on veut ça pour maintenant? Ça devient du design fiction parce que là, tu suspends la crédulité. C'est vraiment le cœur de la définition. Tu enlèves le côté j'y crois pas pour être dans la réaction de je veux ou je ne veux pas. Et alors que du visionning classique a un peu ce côté tout de suite on sait que c'est faux, donc on se pose d'autres questions. Là, Donc comme tu c'est l'as vraiment l'usage matérialisé, t'as un pouvoir, le pouvoir de l'objet, enfin, en tout cas, la force qu'a un objet directement, t'as tout ce côté, justement, ce qui t'évoque directement, ce qu'il te communique par sa forme, par son truc. C'est ça que tu veux dire, quoi. Tu peux pas refuser cette interaction avec l'objet, en fait, parce que dès qu'il t'est présenté, tu... Oui, et après l'objet ou des supports plus narratifs, hein, c'est pas tellement, il y a pas de, c'est pas forcément intrinsèquement un objet, même si effectivement le fait de tangibiliser
Et si ça ressemble vraiment dans le look and feel à un objet fini, tout de suite on accepte que c'est un vrai item, mais tu peux l'avoir avec un petit film. Simplement un film, il faut bien l'accompagner. Si tu mets un film, tu es habitué à décrypter ça comme une version simulée du réel, sauf si c'est un film, par exemple, comme nous on utilise, une publicité d'une offre réelle. Et là, tu es habitué à accepter que c'est l'image d'un truc réaliste. Dans le focus group que je t'évoquais tout à l'heure, on a montré des trucs qui n'existaient pas, mais moi, à l'amenant avec un peu de bagou et en mode oui, oui, alors c'est pas en France, mais en Finlande, ça fait 1 an qu'ils ont testé, c'est génial. Après, les gens, ils ergotaient sur pourquoi les Finlandais, c'était évident qu'ils avaient inventé ce truc-là, parce que c'est tellement en finlandais. Alors qu'en fait, c'était absolument pas, c'était faux. Mais donc, tu vois, c'est vraiment la manière d'amener l'objet au sens vraiment le dispositif. Hein. Et ça, c'est un truc qu'on étudie beaucoup en sociologie de la consommation. C'est le truc, finalement, tu vends une cuillère 10 000 balles ou une cuillère 0,5 euros selon dans quel cadre tu la présentes. C'est un classique de la sociologie de l'art. Hein. Mais donc, c'est vraiment ça sur quoi tu joues. Ton levier, c'est vraiment la mise en scène au sens littéral, quoi. Et c'est cette mise en scène qui crée la crédibilité. Donc quand tu as un vrai sens de la mise en scène, avec des effets de crédibilité, pour susciter une interpellation, ça devient du design fiction. En tout cas, c'est là où il y a une plus-value par rapport Ouais. à ce qui Par, existe rap- déjà. par rapport au reste, c'est l'angle, ok. C'est Ouais. super intéressant. Alors, j'ai une autre question qui est est-ce que le futur se construit avec des pensées ou grâce à des actes? Ensuite, est-ce que nos actes découlent de nos pensées ou des mécanismes conditionnés? Là, on est dans du lourd. Je suis pas sûr que ce soit design fiction. Design fiction, c'est passionnant comme question, mais à mon avis, ça, c'est la saison 4 dans son intégralité de Futur Immédiat. Parce qu'à mon avis, il faut une saison complète pour venir à bout de celle-là. Ouais. Bref, est-ce que le futur dépend de notre libre arbitre ou d'un prédéterminisme? Alors là, j'ai envie de balancer le mérovingien dans Matrix. Parce que c'est cette scène, hein, cause and effect, action, reaction. C'est le why. Ouais, Qui... j'ai pas de réponse ultime là-dessus. On l'a fait la poule, moi c'est l'omelette. Mais donc là, je ne sais pas non plus. Mais je me dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour de l'image, vraiment du. On quitte le faire, quoi. Et paradoxalement, on y est encore plus. Si tu veux, dans le monde de la conception, tu as vu l'émergence du design thinking que tu pratiques. Et donc, tous les mouvements maker aujourd'hui sont en train de percoler, quoi. Et donc, bien sûr, le mouvement maker n'est pas nouveau, hein, il date des années 60, mais il s'inscrit dans des racines plus profondes, mais aujourd'hui, il prend de l'ampleur. Donc, tu as une genre de focale sur le faire, comme si, effectivement, la transformation du monde devait forcément passer par du make. Et en même temps, par ce make, tu réinjectes de l'imaginaire dans le réel. Et c'est le cas du design fiction. Ce qui est assez intéressant. Donc, ça te montre qu'en fait, plus que de dire est-ce que c'est le faire ou l'imaginaire qui domine, c'est qu'en fait, c'est plutôt, on est en train d'assister à une sorte de nouvelle façon de combiner les deux au service du changement. Et donc, peut-être que la réponse est plutôt dans quelles sont les manières différentes de combiner le faire et le dream, le make et le dream, peut-être, dans notre pratique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans le design fiction, c'est que tu viens convoquer les deux. Tu tangibilises, tu maquettes, tu prototypes, et en même temps, au service d'une spéculation très imaginative, assumée, comme se passant dans un monde parallèle. Donc, je trouve que voilà, on est dans un monde où on est habitué à gérer autrement qu'avant. La notion de croyance, elle s'inscrit autrement, elle s'appuie sur d'autres repères, elle est beaucoup plus collective. Paradoxalement, elle est très collective, la croyance, parce qu'elle s'approprie des tropes qui circulent énormément, qui sont propagés, transformés. Donc voilà, c'est un peu l'écosystème de ces deux piliers qui se transforment, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que montre le design fiction. Alors, très bonne question de Darwin Sect. En gros, est-il pertinent de penser le futur? Cela implique qu'on le contrôle. Alors, je ne pense pas. Et notamment, peut-on utiliser le mot prédéterminisme une fois 22h22 passé? Alors, moi personnellement, je te citerai juste avant de laisser répondre Olivier. Étienne Klein, dans sa conférence Le futur a-t-il un avenir, cite je ne sais plus qui dit l'idée du futur est plus riche que le futur lui-même. Et ça répond à un éditorialiste de Wired qui disait celui qui pense pas le futur n'en aura pas. Je pense que penser le futur, c'est fondamental pour justement comprendre comment ne pas se faire contrôler, comment avoir de l'impact dessus. Est-ce que je suis en train d'aller? Mais bon, voilà. Ça, c'était ma réponse, Olivier. C'est ton interview, enfin, c'est ton émission, c'est toi l'invité. Donc, je t'en prie, vas-y.
J'ai besoin que tu me resynthétises Pas la de question. souci, je sais beaucoup de trucs distrayants après. En gros, est-il pertinent de penser le futur? Cela implique qu'on le contrôle. Oui, ok. Donc, est-il pertinent? Oui, il est pertinent qu'on le contrôle. Non, absolument pas. C'est ça qui est. Alors, il y a des deux, j'ai envie de dire deux choses. La première, non, je pense que personne dans le design fiction n'a l'impression de contrôler mieux. Simplement, on travaille notre agilité, on travaille notre capacité à mieux réagir face à l'incertain. Et c'est quand même beaucoup ça. Après, et je pense que globalement, aujourd'hui, la plupart des gens qui bossent là-dedans sont relativement d'accord avec ça. Il y a toujours la vieille critique du ouais, les gens prédisent l'avenir, mais nous pas, on est en train de le construire. Bah oui, mais en fait, tout le monde le construit et personne ne vraiment ne fait ça. Pour autant, je trouve ça intéressant d'assumer l'hypothèse inverse, et notamment tu cites Étienne Klein, qui, à ma connaissance, est quand même quelqu'un qui est assez critique sur la capacité de la SF à être prédictif. Alors, je suis je suis très très loin de connaître la SF comme lui connaît la SF, mais il a cette posture-là. Et j'ai envie de dire, ça peut être intéressant quand même d'assumer la posture inverse, de dire si, si, il y a du prédictif dans la littérature, euh, qui reste, sauf que c'est pas facile en fait. C'est pas un prédictif que tu ramasses comme un caillou sur un chemin qui est juste une pépite qui brille. Faut mettre un peu d'intelligence, un peu de finesse. Et c'est là où, à nouveau, quand tu prends des imaginaires de manière massive, très nombreuses, quand on dit massif, c'est parfois on collecte 300, 400, 500 imaginaires, c'est notre maximum sur un thème, tu vois émerger des trucs qui ont une sorte de robustesse qui est assez intéressante et interpellante, pas parce que les gens sont des devins, mais une sorte de cohérence, si tu veux, dans la construction du futur, dans les imaginaires, qui est à ce point forte que la probabilité qu'on la retrouve est assez élevée par ailleurs. Mais non, elle va s'inscrire dans d'autres choses, si tu veux. Mais donc, je crois à la micro-prédiction ou la prédiction imparfaite, mais quand même, il y a des formes de prédiction parce que la systématique du monde futur que tu crées, quand tu es un super auteur, est tellement robuste qu'elle augmente ses chances d'advenir, indépendamment de savoir la cause et l'effet qui y conduit. En fait, c'est un peu des sortes de petits mondes, de petites bulles qui vont un jour vont éclore, précisément parce qu'elles sont tellement bien faites que, en toute logique, elles vont arriver. Je pense qu'on a, à nouveau, on peut trouver on peut doit dépasser ce débat. Est-ce qu'on est en train de construire l'avenir ou est-ce qu'on est en train de le prédire? Et pareil, la SF nous offre peut-être un autre chemin pour nous approprier ça, en fait. Au-delà des mécanismes de futur prédictif, d'influence des imaginaires qui font qu'on attend quelque chose qui n'est pas encore là, voilà, qui sont bien étudiés par ailleurs. Super. Écoute, je trouve ça une très belle conclusion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien. On est libre de continuer, mais je trouvais que ça sonnait comme une conclusion, surtout que la question était assez méta comme ça. Carrément. Et donc, voilà, voilà. Merci Olivier. Avec plaisir, merci à toi. C'est vraiment super sympa d'être venu et j'ai trouvé la conversation absolument passionnante. Je serais vraiment ravi de te recontacter pour discuter plus en avant de certaines choses parce que voilà, je trouve les sujets absolument passionnants et moi le futur c'est vraiment ma vocation d'enfant. Je me rappelle à 9 ans quand j'ai réalisé que j'allais avoir 27 ans en l'an 2000. Alors que pour moi l'an 2000 était un truc que je verrais jamais. Enfin, toi, quand tu étais petit et que tu n'as pas vraiment de notion du temps. Et je me rappelle la notion de vertige que ça m'a foutu. Je me Hmm. suis dit, oh, tu vois, les pantalons en lycra, les voitures volantes et la bouffe en pilule, ça va être pour moi. Et non, Et non, et et non, non, et non, et non. et non. Et donc voilà, donc merci beaucoup. Alors, c'était la dernière émission de 2020, ça va faire Winter Break. Quand je dis Winter Break, c'est pas tout à fait vrai parce que je vais quand même terminer le module lunaire en Lego en live et je vais m'accacher un tout petit peu Cyberpunk 2077 pendant les vacances. Alors, honnêtement, j'ai pas encore de vrai avis, mais le jeu est assez impressionnant de qualité, d'univers. Après, c'est du classique culture cyberpunk, mais très 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 bien foutu. Euh, C'était passionnant et l'invité est brillant. Eh ben, écoute, je trouve aussi que c'était vraiment très agréable comme conversation et très intéressant et que l'invité était vraiment très bien. Donc, je suis tout à fait du même avis. Alors, à partir de janvier, je suis en train de concocter l'agenda, mais voilà, je vais changer une partie de la formule avec des sujets plus thématiques. Comme ça, on va pouvoir inviter plusieurs invités autour d'un même sujet et autres. Je veux juste être sûr que ça ne nous bloque pas sur une espèce de parcours comme ça où on peut quand même s'amuser
aller chercher des invités un peu à l'improviste aussi. Donc voilà, tout ça, on va le communiquer. Olivier, merci. Je serais ravi qu'on remette ça à l'occasion. J'ai trouvé ça vraiment absolument chouette. Donc voilà, très 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 agréable. Et pour ceux que ça intéresse, je vais switcher sur Cyberpunk dans les 5 minutes. Quoi. Je vais, voilà, le temps de me rafraîchir un peu, de me faire une beauté. Et puis après, ben, on va remettre ça. Et en attendant, je vous laisse en musique pendant 2 minutes. Olivier, à très bientôt. À très bientôt. Salut, merci beaucoup Andy. Salut, Avec salut. plaisir. Ciao, ciao. Salut.